Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce point de conjoncture. J'ai le plaisir de partager avec vous un overview de la conjoncture actuelle. Alors le moment est évidemment très important, on va parler de 2020, cette année si particulière, et très vite se projeter et essayer d'anticiper l'environnement pour 2021 et les années à venir. Si l'on essaye de résumer l'année 2020, la première chose est de prendre conscience que la crise économique engendrée par cette crise sanitaire est absolument historique. 3 mots, 3 caractéristiques. Tout d'abord, la soudaineté de la crise et des mesures sanitaires mises en place, son intensité avec une profondeur inédite, et enfin l'impact pour avoir touché toutes les économies, l'emploi et la très grande majorité des secteurs d'activité. Je vous propose de commencer, comme d'habitude, par un focus sur l'économie. Commençons, si vous le voulez bien, par le plus large. Vous avez à l'écran la croissance du PIB mondial, c'est-à-dire la production de richesse des 50 premières économies. On observe après plusieurs années, à un niveau relativement stable, une chute inédite à moins 4%. Alors les mesures de confinement et de restriction introduites dans la plupart des pays pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont été progressivement levées. Toutefois, la situation sanitaire reste très critique dans de nombreux pays émergents. On pense par exemple au Brésil ou à l'Inde. Les prévisions anticipent un rebond pour 2021, alors certes inégal, mais à un niveau de croissance qui dépasserait les 5%. Je vous l'ai dit en introduction, tous les pays, toutes les économies sont concernées. On vient de le voir au niveau mondial avec une baisse du PIB de 4 points et une reprise attendue à 5% de croissance. Les États-Unis ont été très vite impactés par une explosion du chômage, mais avec des mesures sanitaires moins strictes et moins généralisées. L'administration Trump avait déjà fortement réagi avec un premier plan de soutien de plus de 2000 milliards de dollars et le président Biden a poursuivi ces mesures puisqu'aux 1900 milliards déjà approuvés par le Congrès, on parle de 20% du PIB américain, viennent s'ajouter 4000 milliards de dollars sur 10 ans en faveur des infrastructures et des ménages américains. Ces mesures d'une envergure historique, on pense au New Deal de Roosevelt en 1933, soutiendront à long terme le pouvoir d'achat et la consommation des ménages. L'économie américaine devrait ainsi s'approcher d'une croissance de 7% en 2021. L'Allemagne a également vite réagi avec un plan de relance massif de 10% de son PIB, investi dans la santé, la protection de l'emploi, l'aide aux ménages et le soutien aux entreprises. Citons bien sûr pour l'Allemagne la nécessité absolue d'accompagner la mutation de l'industrie automobile allemande et l'enjeu politique dans les semaines qui vont venir pour accompagner la fin des années Merkel. Le Royaume-Uni, très impacté par un confinement plus long et évidemment un Brexit à gérer, toujours aussi complexe. Les ménages britanniques sont parmi les plus endettés d'Europe et la consommation a donc décroché. Là aussi, un plan d'urgence massif, c'est 15% de la richesse nationale vers la santé, les ménages et les entreprises. Enfin, citons la Chine. Jusque l'automne 2020, tous les économistes anticipaient une décroissance de leur économie, la première depuis 40 ans. Et finalement, le pays affiche une petite croissance de 2,3%. Alors certes, oui, petite pour la Chine, mais qui ferait plaisir à beaucoup de monde, et ce grâce à 2 moteurs. Le premier, la production et l'exportation de masques et d'équipements médicaux et sanitaires. Et le second, l'explosion des biens de consommation informatique dans un contexte de télétravail généralisé. Alors, et la France ? La France, qui depuis 3 ans se stabilisait autour de 2%, a connu une très forte baisse avec 8,2% de décroissance en 2020. C'est un record historique. La précédente plus forte chute était en 2009 avec 2,9%. La bonne nouvelle, c'est que l'économie devrait rebondir avec un consensus des prévisions qui se situe entre 5,5% et 6% pour 2021. Alors non, la France n'est pas le mauvais élève de la zone euro ou des économies avancées. On peut donner 2 raisons parmi tant d'autres à cette plus forte baisse. La première, structurelle, vous le savez peut-être, la France est la première destination touristique au monde et le pays a souffert de l'arrêt brutal du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, des loisirs, du spectacle, de l'événementiel, la culture, le sportif. Tout ce pan de l'économie, c'est 10 à 15% du PIB, c'est 2,5 millions d'actifs. Donc l'impact est très fort, plus qu'ailleurs. La seconde raison, plus conjoncturelle celle-là, les différents épisodes de confinement ont été plus stricts en France que dans d'autres pays et ils ont été bien respectés. Très rapidement, la vision du PIB français par trimestre pour vous montrer la soudaineté de la crise. Vous le voyez, 13% de baisse sur le second trimestre en 2020, c'est un record. Mais regardez le vrai effet rebond sur le troisième trimestre avec une croissance de près de 20%. Là aussi, c'est un record, positif celui-là. Si on se retourne sur les 2 confinements de 2020, je vous promets, c'est la dernière fois, on observe 2 intensités et donc 2 impacts différents. Le premier confinement a duré 55 jours, mais il a eu une ampleur et un impact absolu. Souvenez-vous, le lundi 16 mars au soir, Emmanuel Macron annonce que le pays est en guerre sanitaire avec la mise en place d'un confinement immédiat, très strict, dès le lendemain matin.
Avec le recul, on s'est estimé aujourd'hui qu'environ 30% de l'activité économique s'est arrêtée très soudainement pendant ce premier confinement. Le second confinement, lui, a commencé le 30 octobre pour évoluer à partir de mi-décembre avec des mesures de couvre-feu ou de confinement partiel ou local. Comme l'avait très justement écrit l'INSEE dans une note de conjoncture, la sidération a laissé place à l'adaptation. Et je crois que cette phrase résume très bien la comparaison entre les deux épisodes. L'impact a été heureusement nettement moins violent, moins strict et moins soudain. Le télétravail, par exemple, était organisé et le chômage partiel était davantage maîtrisé et organisé. On peut se féliciter d'ailleurs des formidables capacités d'adaptation dont ont fait preuve les entreprises françaises dans ce contexte. Donc retenez, un premier confinement c'est 30%, le second confinement c'est 10%, environ 3 fois moins, et on estime par ailleurs qu'un couvre-feu coûte 5% à l'économie. La Banque de France et l'INSEE, à travers leurs enquêtes de conjoncture, ont quantifié la perte d'activité sur ces derniers mois. On retrouve les 30% d'impact sur le mois d'avril 2020, au plus fort du premier confinement, et une certaine stabilité ensuite. Vous le voyez, le second confinement en novembre et le troisième que l'on a connu en avril auront un impact beaucoup plus limité sur l'économie. Même chose si l'on regarde par grand secteur. D'abord l'industrie, avec 50% de l'activité touchée en avril, et aujourd'hui une activité revenue à plus de 90% de son niveau. Le BTP, avec un très fort impact en avril dernier, c'était 75% de l'activité arrêtée, aujourd'hui, retour à la normale. Et enfin, tout le secteur tertiaire, alors plus inégal et moins linéaire, avec encore 15 à 20% d'activité fortement impactée. On en a parlé tout à l'heure avec les services. Je vous en ai souvent parlé, certaines économies comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni sont plus industrielles. En tout cas, recensent un tissu d'entreprises intermédiaires industrielles, ces fameuses ETI plus importants. L'économie française, quant à elle, elle repose davantage sur la consommation. La consommation des ménages est un levier essentiel pour notre économie. Si l'on regarde ce qui se passe depuis 18 mois, on voit bien l'impact des 3 confinements, avec à chaque fois une consommation freinée, bloquée, en raison des mesures sanitaires mises en place. Vous remarquerez, c'est très important à chaque fois l'effet rebond, l'effet rattrapage qui suit immédiatement ces périodes de confinement. Cette consommation, comme le pouvoir d'achat qui la soutient, est essentielle pour relancer l'économie. Le pouvoir d'achat, qui avait atteint un point haut en 2019 avec les mesures gilets jaunes, a fortement chuté en 2020, mais il n'est pas négatif, c'est un point très positif. C'est le pari du gouvernement, sauvegarder au maximum le pouvoir d'achat des ménages à travers le chômage partiel, mais également toutes les aides fiscales pour éviter un effondrement catastrophique pour les années à venir. Dans ce contexte, on peut espérer un retour à la normale au niveau d'avant-crise dès 2021. La consommation, c'est tout l'enjeu, devrait ainsi rebondir. Alors certes, tout ne se rattrapera pas, on ne pourra pas compenser ce qui n'a pas pu être dépensé en 2020, mais ce rebond attendu est essentiel. Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à la levée des restrictions sanitaires pour voir la consommation accélérer sans pour autant s'emballer. Alors pourquoi ce rebond de la consommation est-il si essentiel? Quand les ménages ne consomment pas, ils épargnent. Un exemple, en avril dernier, alors encore une fois, au plus fort du premier confinement, vous le voyez sur ce graphique, le montant des dépôts bancaires des ménages a atteint un niveau jamais atteint. Sur le second trimestre 2020, le taux d'épargne a grimpé à 27%, c'est 3 fois le niveau habituel. En 2020, les ménages français n'ont pas consommé, dit autrement, les ménages ont épargné entre 150 et 180 milliards d'euros selon les estimations. Pendant la pandémie, c'est un record absolu. Alors ce n'est pas simple d'avoir conscience de ces ordres de grandeur. Ce montant épargné, c'est 2 fois une année moyenne d'impôt sur le revenu. Et ça serait presque ironique, 160 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté la crise sanitaire à l'État en 2020, à travers le chômage partiel, le fonds de solidarité ou les diverses exonérations de charges et d'aides fiscales. Ensuite, il est très important de comprendre une chose, c'est que cette épargne de confinement, au fil des mois, s'est transformée en épargne de précaution. C'est essentiel, je crois, pour bien comprendre les enjeux à venir de l'économie. On est passé d'une épargne imposée par la situation à une épargne de précaution. Ou dit autrement, on est passé d'un comportement d'épargne subie et forcée à un comportement d'épargne volontaire et prudent. Et ce rebond économique, si attendu, ne se fera pas sans un retour de la confiance et donc une dépense de tout ou partie de cette épargne. Il faut ainsi enclencher un cercle vertueux avec une reprise de la consommation et de l'investissement. Et le gouvernement, en quête de rentrée fiscale, alors avec un double effet, puisque relancer la consommation et donc l'économie permettra également de générer des nouvelles recettes fiscales, va tout faire pour que les ménages dépensent ce surplus d'épargne, ce potentiel de croissance. Vision complémentaire, toujours intéressante, regardez les indicateurs de confiance. Premier indicateur, l'indice PMI. Les directeurs d'achat ont exprimé après le confinement une certaine confiance sur l'été. Alors retombée sur la fin de l'année, période de second confinement, mais on observe depuis 5 mois une tendance à l'amélioration et donc à l'optimisme. Autre indicateur, le climat des affaires de l'INSEE.
Plus difficile celui-là, avec toujours la difficulté pour passer au-dessus du niveau de flottaison. Voilà, vous l'avez compris, la crise sanitaire a engendré une crise économique majeure et extrêmement soudaine. Elle impacte toutes les économies et un rebond est attendu dès 2021. La bonne nouvelle, c'est donc que la consommation en France et l'activité économique ont retrouvé leur niveau d'avant-crise, ou en tout cas s'en rapprochent. Mais bien entendu, ça ne veut pas forcément dire que tout est redevenu comme avant. Je pense en termes de perspective, de visibilité, de confiance ou d'investissement. Et n'oublions pas que si l'activité retrouve un rythme normal, elle ne rattrapera jamais ce qui a été définitivement perdu. Pour la France, l'enjeu majeur repose sur une confiance à retrouver, avec une consommation à relancer. Alors, avec un premier semestre 2021 que l'on vit tous encore très impacté, très bridé par des contraintes sanitaires nécessaires, et un second semestre que l'on espère plus libéré, porté par l'immunité collective et la généralisation de la vaccination. Regardons maintenant comment tout ça se traduit sur le front de l'emploi. L'économie fortement impactée, vous imaginez bien que l'emploi est la première zone de risque. Vous le savez, la principale nouvelle mesure mise en place dès le 17 mars 2020, premier jour du confinement, c'est le chômage partiel. Le chômage partiel, le principe est simple, l'entreprise ne licencie pas et c'est l'État, alors intégralement ou pour partie, qui paye le salarié. À cela, deux bénéfices. Le premier, très concrètement pour le salarié et pour l'emploi plus généralement. Le salarié reste sous contrat, il reste payé et on évite une explosion immédiate du chômage. Le second bénéfice, c'est un pari. Le salarié est toujours là et il sera toujours là quand l'activité reprendra. L'entreprise pourra produire immédiatement avec ses propres ressources, ses propres équipes et n'aura pas à se lancer dans un process plutôt long et coûteux de recrutement ou de formation. 75% des entreprises en France ont fait une demande de chômage partiel au plus fort de la crise. Près de 9 millions de personnes ont été effectivement en activité partielle en avril 2020, avant un logique ralentissement sur l'été. On remonte à 3 millions en novembre, deuxième confinement, et une stabilité autour de 2 millions depuis. L'impact a été majeur pour la vie des salariés et pour les entreprises. Près de 10 millions de personnes en télétravail et presque autant en chômage partiel du jour au lendemain, sans préparation, sans aucune anticipation. Imaginez l'impact, la France, c'est 27 millions d'actifs. L'amélioration économique d'avant Covid avait permis, sur 4 ans, de 2016 à 2019, de créer près d'1 million d'emplois. C'était un record absolu. La crise sanitaire a eu un impact catastrophique, vous le voyez sur cette vue trimestrielle, avec près des 2/3 de ces 4 ans de création détruits en tout juste 2 trimestres. Là aussi, c'est malheureusement inédit. Fort heureusement, l'économie, comme souvent, a montré une très forte résilience avec un rebond sur le 3e trimestre avant une stabilité et plus de 50 000 emplois créés sur le premier trimestre 2020, c'est très positif. Mécaniquement, quand on crée suffisamment d'emplois, on réduit le chômage et inversement. Regardez ce graphique, l'amélioration économique, les créations d'emplois, un facteur démographique favorable et les différentes mesures qui ont fluidifié le marché du travail avaient réduit le chômage permettant de s'approcher de l'objectif annoncé du gouvernement qui était de 7% en 2021. Malheureusement, là aussi la crise va radicalement changer la donne et les perspectives seront mieux indécises avec une probable nouvelle remontée du chômage dans les prochains trimestres dans un contexte de réelle incertitude. Autre indicateur pour lire la santé de l'emploi, ce sont bien entendu les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Alors les nombreuses aides gouvernementales ont permis de réduire fortement le nombre de défaillances d'entreprises, d'éviter une vague de faillites pourtant redoutée, et ont même maintenu en vie des entreprises qui auraient probablement disparu. Les derniers chiffres de la DARES montrent toutefois une augmentation des PSE validés ou homologués sur la fin de l'année 2020. Complémentaire avec cette vue des ruptures de contrat envisagées, une hausse en 2020, déjà sur l'été, et sur la seconde partie de l'année, vous le voyez à l'écran, et une confirmation de la tendance sur les premières semaines de 2021. Dernier point sur l'emploi, et très symbolique de la prudence, avec les offres d'emploi suivies chaque mois, un ralentissement très marqué sur 2020, mais un très fort rebond récent porté par un effet de base d'avril 2021. Voilà un marché de l'emploi tenu par le chômage partiel. L'enjeu des prochains mois sera la sortie du quoi qu'il en coûte, dans un contexte encore incertain, avec des craintes sur l'évolution du chômage et sur le pouvoir d'achat. Abordons maintenant les marchés du recrutement et du travail temporaire. Dans un tel contexte, vous imaginez bien que les recrutements ont marqué un arrêt en 2020. On l'a déjà vu à travers les créations d'emplois, mais c'est également le cas sur les embauches. Regardez les embauches, suivies par l'ACOS, un effondrement observé en 2020 sur le second trimestre, avec un net rebond sur le 3e trimestre, là aussi, belle résilience de l'emploi. La même chose par type de contrat,
avec peu d'écart dans le comportement des différents contrats. Tous ont été très impactés, mais tous ont redémarré. Tous les ans, Pôle emploi publie le BMO, pour besoin en main-d'œuvre, qui recense les anticipations de recrutement pour l'année à venir. Si on compare à 2019, plus pertinent, on observe une augmentation de 30 000 recrutements, dont 43% en CDI. Une entreprise sur 4 envisage de recruter et 60% sont dans les services. Enfin, notons que la construction présente une augmentation de 22%. Et par taille d'entreprise, un point important, les 2/3 des intentions se concentrent sur les moins de 50 salariés. L'autre bonne nouvelle vient du baromètre Manpower Group, qui interroge chaque trimestre les entreprises sur leurs perspectives de recrutement. Pour le 3e trimestre 2021, les perspectives sont en augmentation de 9%, alors amélioration par rapport au trimestre dernier, et un retour proche au niveau d'avant-crise. Les meilleures perspectives sont dans les services et principalement les activités financières et l'hôtellerie-restauration. L'activité recrutement, suivie par Prism Emploi sur ce graphique, montre bien cette tendance au ralentissement sur 2020 et un vrai effet boost, alors effet rebond, porté par un mois d'avril 2020 très affecté. Parlons maintenant du marché du travail temporaire. Vous le savez, l'intérim est très corrélé à l'économie. On le voit parfaitement sur ces 20 ans d'historique. L'évolution du marché est très calée sur l'évolution du PIB. Le travail temporaire accompagne les entreprises dans leur reprise d'activité. L'activité travail temporaire suivie par Prism Emploi sur ce graphique montre également cette tendance, c'est-à-dire une année 2020 très impactée et un effet rebond sur les dernières semaines. Je vous propose de terminer par un focus sur les principaux secteurs d'activité. Autre lecture de l'économie, complémentaire et intéressante, regardez la tendance sur 6 principaux secteurs d'activité. Sur ces 6 secteurs, voici la tendance sectorielle avec l'attendu pour 2021 et les principaux enjeux pour les années à venir. Je vous laisse regarder. Voilà, vous l'avez compris, des environnements économiques et emploi 2020 très impactés par la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore sur ce début d'année 2021. L'impact est inédit. Ce climat engendre une très forte incertitude, donc une prudence sur la consommation de la part des ménages et sur l'investissement de la part des entreprises. Il est important d'avoir bien conscience que la capacité de rebond de l'économie française passe par une reprise de la consommation. Et cette reprise de la consommation, elle est probable et elle est attendue. Je vous donne 2 exemples. Imaginez que les achats de décembre 2020 ont été supérieurs de 4% à ceux de décembre 2019, malgré 2 semaines de confinement et 2 semaines de couvre-feu. Et on compare des périodes qui n'avaient rien à voir d'un point de vue des contraintes sanitaires, des gestes barrières ou des limitations dans les magasins. Donc le chiffre est plutôt encourageant. Autre exemple, tout récent, les dépenses par carte bleue depuis les réouvertures récentes du 19 mai dépassent de 20% celles de 2019. Cette capacité de rebond de l'économie est très forte en France, et même plus que dans les autres pays. Ce sont des exemples très concrets et très précis, mais qui rejoignent de manière plus holistique la façon dont je vois les choses. Il faut bien avoir à l'esprit que l'économie, quand elle s'est arrêtée il y a plus d'1 an, le 17 mars 2020, elle n'était pas malade. Elle n'a pas souffert d'un biais économique, industriel ou financier, comme on avait pu le connaître en 1993 ou en 2008. Clairement, l'économie avait volontairement été mise sous cloche, elle a été mise en pause pour des raisons sanitaires évidentes et légitimes, et c'est très différent. D'ailleurs, le politique assume cette décision de l'avoir bloquée administrativement avec tous les plans de soutien mis en place depuis. Certes, il y aura des dégâts collatéraux importants, parfois irréversibles, mais l'économie qui s'est arrêtée était en bonne santé et dans une tendance longue plutôt positive. Elle est donc plus apte à redémarrer dans la plupart des secteurs d'activité. On a tous vécu une crise sanitaire, une crise de l'interaction sociale, une crise de la mobilité professionnelle, mais pas une crise foncièrement économique. Et je pense que c'est un point essentiel. Donc je crois que la reprise convalescente, ou ce qu'on va appeler le déconfinement économique, peut être rapide et dynamique. Voilà, on sait que pour 2021, probablement encore un peu en 2022, on aura un peu de chômage, on aura des défaillances d'entreprises, on gardera un contexte d'incertitude et de prudence, mais on aura aussi une reprise de la consommation, on aura une reprise de l'activité et donc de l'économie, tout ça porteur pour amorcer un cycle positif pour les années à venir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.